Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour, chef Wittenberg. Et ministre démissionnaire, je précise, puisqu'on attend la formation d'un nouveau gouvernement dont on saura bientôt si vous en êtes membre ou pas. En attendant, il y a un Premier ministre qui lui a été nommé et qui a donné, on en a parlé dans nos journaux ce matin, une interview aux Parisiens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que si cette interview était censée un peu amadouer les socialistes, dont vous avez besoin pour ne pas subir une censure à l'Assemblée nationale, c'est plutôt raté. Je vous cite ce que disait le PS hier soir. Sébastien Lecornu devait renverser la table. Or, il prend le risque de plonger notre pays dans le chaos politique et institutionnel. Il a encore quelques jours pour se ressaisir. Comment vous recevez cette réaction des socialistes à ce qu'a annoncé M. Lecornu ? Moi, je crois au contraire que le Premier ministre écoute, consulte, met des propositions sur la table et surtout, et c'est le point essentiel, reconnaît que ce n'est pas lui qui aura le dernier mot. Et ceux qui auront le dernier mot, c'est aujourd'hui les parlementaires. Des parlementaires dont j'ai été élue députée du Pas-de-Calais. Et moi, je crois qu'il faut se saisir, j'en suis même persuadée, de cette main tendue du Premier ministre sur un certain nombre de sujets. Une main tendue qui va beaucoup vers le Parti socialiste. Alors, vous appartenez à l'aile gauche de la sphère macroniste. Néanmoins, vous dites, le Premier ministre dit qu'il faudra que le Parlement se saisisse, mais il referme quand même un certain nombre de portes. Par exemple, celle de la taxe Zuckman, par exemple, celle d'une ISF qui serait en quelque sorte renouvelée. Or, ce sont des demandes claires et nettes du Parti socialiste. Donc, ça veut dire quoi ? Il sera prêt, contrairement à ce qu'il a dit, à, par exemple, mettre en place une taxe Zuckman, puisque c'est comme ça qu'on appelle cette taxation des plus hauts patrimoines. D'abord, moi j'ai entendu un Premier ministre dire qu'il faut être sourd pour ne pas entendre la demande des Français, et c'est quand même des besoins des Français, des demandes des Français qu'il faut partir, de plus de justice fiscale. Donc ça, c'est quand même une main très fortement tendue vers les parlementaires. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit c'est au Parlement de trancher. Donc, il donne ses positions, mais c'est aussi à nous d'assumer nos responsabilités. L'aile gauche du bloc central le fera, et de faire des propositions de rééquilibrage de la fiscalité. Mais alors, ça veut dire quoi ? Il donne ses positions, mais c'est à nous de faire autre chose. Il pourrait. Mais nous sommes aujourd'hui dans une démocratie parlementaire. Une démocratie parlementaire, cela veut dire que le Parlement peut amender le budget. Le budget qui sera proposé, c'est un point d'entrée, mais ce n'est pas un point d'arrivée. Et je suis assez surprise de voir un parti socialiste qui semble avoir peur de se saisir de la complétude de leur pouvoir parlementaire, de la complétude de leur pouvoir d'amendement, alors que le Premier ministre évoque lui-même le fait qu'il ne souhaite pas aller au 49.3, c'est-à-dire qu'il donne la main mais encore une fois, je me à permets l'ensemble des parlementaires. de vous reposer cette question. Il ferme des portes. Ça veut dire, et je reviens sur cette taxe Zuckman, sur la non-suspension de la... Il ne ferme pas des portes, il donne son point de vue. Alors donc il est contre, mais ça peut quand même se faire, qu'on vous comprenne bien. Mais si vous êtes battu au Parlement... Oui. C'est ce qui nous est arrivé dans le gouvernement précédent. Il y a eu des sujets sur lesquels nous tenions une position et le Parlement en a décidé autrement. Et c'est ça une démocratie parlementaire. C'est une démocratie où les parlementaires font la loi, où les parlementaires amendent la loi. Donc, moi, je le redis, je suis ministre démissionnaire, peut-être dans un mois, je serai à nouveau parlementaire, et si je suis dans cette situation, je compte bien utiliser l'ensemble de ce pouvoir d'amendement, de transformation. Moi, j'entends cette main tendue du Premier ministre et cette volonté de rupture. Donc, ça veut dire qu'à l'arrivée, il pourrait y avoir des mesures contre la volonté du Premier ministre. Il est prêt à ce compromis-là, y compris s'il les a écartés d'emblée. Mais tout à fait. Enfin, c'est donc bien... on peut avoir une taxation des plus hauts patrimoines telle que la prévoit Gabriel Zuckman, par exemple, ou une suspension de la réforme des retraites. Gabriel Zuckman n'est pas un parlementaire. Non, mais je pense qu'il faut remettre... son idée est reprise par le Parti socialiste. Et c'est au Parti socialiste, effectivement, de faire des propositions, mais il faut que le Parti socialiste accepte des compromis. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout seuls à l'Assemblée nationale, il faut qu'ils aillent trouver une majorité. Cette majorité, elle peut se construire avec le bloc central, je le redis. En tant que représentante de l'aile gauche du bloc central, je pense qu'on est prêt à travailler sur plus de justice fiscale. Mais ce sont des mots. Est-ce que ça serait quoi les actes alors ? Pardon, excusez-moi. Plus de justice sociale, ça se traduirait... Plus de justice fiscale. Plus de justice fiscale, cela se traduit très par concrètement. Par exemple, un travail et des amendements sur une taxation qui peut être des hauts revenus, qui n'est pas nécessairement l'application de la taxe Zuckman. Je le redis, un certain nombre de questions ont été posées sur la taxe Zuckman. Des questions qui appellent des réponses. Moi, je ne souhaite pas que l'on taxe des entreprises françaises qui partent ensuite à l'étranger. Mais cela ne veut pas dire que toutes les portes sont fermées. Celle d'une réforme, si j'ose dire, d'une suspension de la réforme des retraites,
elle semble être fermée pour le coup, puisqu'il a dit par exemple qu'il n'est pas question de refaire un conclave, que cette réforme, elle est toujours en cours d'élaboration. Enfin, elle n'est pas totalement terminée, mais en tout cas, il n'y renonce pas. Je crois qu'il faut admettre aussi que sur certains sujets, on ne sera pas capable, au niveau du Parlement et dans la période présente, de trouver des voies de sortie parce que politiquement, nous sommes trop éloignés. Mais nous avons une élection présidentielle qui doit se tenir dans 18 mois. Il y a des sujets qui relèvent de l'élection présidentielle, du projet présidentiel. En revanche, il ne faut pas s'interdire de faire des avancées. Moi, j'entends un Premier ministre qui est prêt à travailler sur la situation des femmes. On sait que dans cette réforme des retraites, on peut aller plus loin sur la situation des femmes. Moi, c'est quelque chose que j'ai porté. Mais le symbole, ce serait de la retirer. C'est ce que vous demande la gauche depuis de longs mois et aussi de grandes manifestations dans les rues. Oui, mais là, pour le coup, il n'est pas du tout acquis qu'au Parlement, ils aient la majorité dans ce sens-là. Donc, moi, ce que je suggère, c'est plutôt de prendre les avancées pour les Français sur les femmes, sur la pénibilité, sont des avancées qui sont attendues, y compris des syndicats, et que pour le reste, on accepte qu'il y ait des points qui soient réservés par l'élection présidentielle, pour Madame l'élection Pannier-Runacher, présidentielle. Sébastien Lecornu a promis un gouvernement dans les tout prochains jours, sans doute autour du 1er octobre, en tout cas à partir de cette date-là. Est-ce que vous n'êtes pas déçu que dans cette interview, puisque vous êtes ministre sortante de l'écologie, de la transition écologique, il n'y ait pas un mot finalement sur la question climatique ? Alors moi, je constate que c'est une question qui n'est pas posée par les journalistes, mais je le redis, le président de la République était à l'AG des Nations Unies il y a quelques jours à New York. J'étais à ses côtés et nous avons réaffirmé très fortement le leadership climatique de la France, de l'Europe. Mais Sébastien Lecornu n'en parle pas aujourd'hui, ce n'est pas une priorité apparemment de son prochain ministre. C'est une priorité, en tout cas, du groupe politique que je représente. Elle sera portée haut et fort, notamment par moi, mais je compte sur mes camarades du Parti socialiste pour aussi en faire une de leurs priorités. Vous les appelez vos camarades du Parti socialiste ? Écoutez, on doit travailler ensemble et c'est clairement le point de sortie vers lequel nous devons aller. Est-ce que vous êtes prête, vous, Madame Pannier-Runacher, à retourner dans un gouvernement qui, au jour d'aujourd'hui, et si on en croit cette première réaction des socialistes, apparaît à une durée de vie apparemment assez précaire pour l'instant en tout cas. D'abord, c'est une décision du président de la République et du Premier ministre. Donc, on leur laissera décider. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'on travaille sur le quoi avant de travailler sur le qui. Et travailler sur le quoi, c'est effectivement prendre acte de l'ouverture et du changement de méthode du Premier ministre et prendre nos responsabilités pour faire des propositions. Et s'il y a une nouvelle censure, pardon d'évoquer ce scénario négatif pour vous, est-ce que la dissolution de l'Assemblée nationale ne sera pas la seule issue pour trouver effectivement une voie de sortie politique? Jeff Wittenberg, pour qu'il y ait une censure, il faut qu'il y ait un gouvernement. Donc ne brûlons pas les étapes. Moi, j'ai confiance dans notre capacité à aller trouver... Mais je vous dis ça parce que les socialistes menacent déjà ce futur gouvernement qui n'existe pas encore de censure avant même qu'il existe. Et bien justement, il ne faut pas tomber dans ce piège qui est un piège alimenté par LFI, notamment d'essayer de faire croire qu'il n'y aurait pas de compromis. Ce serait inadmissible et inacceptable vis-à-vis des Français qui attendent que les groupes politiques se mettent d'accord ensemble. Autre grand sujet qui a marqué cette semaine, bien sûr, la condamnation de Nicolas Sarkozy à de la prison ferme avec l'exécution provisoire, c'est-à-dire qu'il va normalement entrer en détention dans quelques semaines. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un débat sur cette exécution provisoire, le fait qu'avant même d'être jugé en appel, eh bien, la peine soit exécutée et que peut-être M. Sarkozy sera acquitté, relaxé la deuxième fois, acquitté, et qu'il aura quand même fait de la prison pour rien dans ce cas? Est-ce que ça vous paraît normal? Est-ce qu'il y a un débat à ouvrir là-dessus? Alors, c'est une question qui se pose pour... tous les justiciables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que d'un côté, c'est inacceptable pour certains justiciables et de l'autre côté, s'étonner qu'on n'applique pas l'exécution provisoire à d'autres... Donc c'est pas un justiciable au-dessus des autres, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Après, c'est un débat qui relève là aussi du Parlement. L'ancien président de la République, c'est un symbole, vous le sentez bien. C'est un débat qui relève du Parlement. Donc je crois que plutôt que de critiquer les décisions de justice, et moi je ne permettrai pas parce que la justice, c'est un des fondements de notre démocratie, si débat il doit y avoir, il faut aussi le mener au Parlement. C'est là que la loi se fait et c'est là qu'elle se change, le cas échéant. Vous seriez favorable, vous, à une grâce présidentielle qui éviterait à Nicolas Sarkozy d'aller en prison? Ça vous paraîtrait... Certains députés, certains sénateurs, l'ont réclamé.
Moi, je trouve qu'il faut être très précautionneux sur ce type de sujet et ne pas donner le sentiment que nous avons une justice à deux vitesses et que les puissants échapperaient à la justice alors que d'autres n'y échapperaient pas. Je pense qu'il est beaucoup plus sain, si on doit effectivement se poser la question de l'exécution provisoire, qu'elle se pose au niveau du débat parlementaire et qu'elle s'applique à l'ensemble des Françaises et des Français. La présidente du tribunal correctionnel de Paris qui a prononcé ce jugement a reçu des menaces de mort, notamment sur les réseaux. Qu'est-ce que ça dit de l'État, finalement, non seulement du pays, mais aussi de la confiance que beaucoup de Français n'ont plus dans la justice? Je crois que ça dit surtout qu'il faut être vigilant sur notre démocratie. La justice, c'est un des piliers de notre démocratie. C'est un contre-pouvoir important. Le pouvoir exécutif, dont j'ai fait partie, le gouvernement, le pouvoir législatif, les parlementaires et la justice. Si on commence à attaquer la justice, on attaque les fondements de notre démocratie. Donc, plutôt que de critiquer la justice, et je ne suis pas sûre que les Françaises et les Français souhaitent remettre en question la justice, ce n'est pas ce que je vois dans les enquêtes d'opinion. Non, mais il y a des Français en grand nombre qui ont été choqués par le... Ce ne sont pas des Français, ce sont beaucoup aussi de gens qui relayent, voire de robots qui relayent des positions extrêmes, extrémistes, dangereuses pour la démocratie. Je ne tomberai pas dans ce piège.